Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à ce spectacle qui est un témoignage et qui montre l'intérêt que vous portez à ce drame, n'ayons pas peur des mots, humain, social, environnemental et économique depuis plus de 24 ans. Je n'irai pas plus loin, simplement ensuite vous êtes tous et toutes invités à un débat qui a lieu juste la pièce à côté, dans le même bâtiment, et qui sera suivi d'un pot de la convivialité. Donc encore une fois, je vous remercie d'être présents. Je remercie bien évidemment la compagnie de 36e dessous, mais Jean-Yves Deris en parlera mieux. Et je remercie bien sûr les deux associations que sont les victimes de Fertiladour, et présidées par Jean-Yves Deris, et le cadre notamment présidé par M. Victor Pachon, que vous verrez tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne soirée et je passe la parole sans plus tarder à M. Jean-Yves Deris, président des victimes de Fertiladour. Jean-Yves, à toi. Très brièvement, on a une chance inouïe. Il y a des sociologues en France et dans le monde entier qui font des rapports et qui restent dans les tiroirs. Et Odile, sa manie, notre chance, c'est qu'elle met ça en scène. C'est-à-dire le rapport qu'elle a fait avec son équipe sur la silicose. Elle a trouvé un point d'attache ici, grâce au film de Ramuncho que vous connaissez tous. Elle est venue interroger les ouvriers, interroger les administratifs, les élus. Et elle a fait donc la représentation que vous allez voir, qui est donc une pièce documentaire. Juste un mot de ma part, en tant que président du comité de soutien aux victimes de Fertiladour. Moi, je pense aux gens qu'on a rencontrés, qui ne sont plus là. Julien, Roland, Henri, Gérard. C'est tout. Bonne soirée. Merci, Jean-Yves. Vous me parliez du site de l'ancienne usine Fertiladour. Du site de l'ancienne usine Fertiladour. Fertiladour. Vous vous étiez intéressé à cette affaire? Mais il y a un moment, il y a plusieurs années, non? Oui, c'était en 2009, au moment où le conseil régional a voulu racheter le site. Moi, je vous avoue que je suis un peu maintenant pas déconnecté de ce sujet, mais oui, il y a autant que je me souvienne. J'étais intervenu à l'époque en tant que conseiller général. Régional. Moi, le souvenir que j'en ai, c'est qu'il y a un paquet de terre, il doit s'agir d'une dizaine, une douzaine d'hectares, qui était la propriété du groupe Roulier, qui est devenu Fertiladour, ou qui est devenu Timac. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. M. Roulier étant le nom du propriétaire de ce groupe, et à l'époque, Fertiladour et Timac sont les raisons sociales. Voilà, et donc, c'est des terrains qui sont bien placés, très bien placés même. Ils peuvent être boraqués sur la Dour, là. Et lorsque j'avais appris qu'il y avait donc des pollutions, j'étais intervenu, bien entendu, j'avais dit mon point de vue. Dans une affaire comme celle-là, il est normal que le propriétaire libère le foncier, mais bien entendu, le problème de pollution est en règle. Justement, aujourd'hui... Donc, d'après ce que j'en sais, d'abord, je crois qu'il y avait eu une étude qui avait attesté que la pollution était vraiment avérée. Il y a des pollutions vraiment qui sont préoccupantes. Et donc voilà, le terrain n'a jamais été acheté, d'après ce que je crois savoir. Il est toujours la propriété de la Timac ou de M. Roulier, comme on peut voir, c'est pareil. Et la dépollution n'a pas été faite. C'est une dépollution qui va coûter de l'argent, parce que je pense même qu'il y a des traces de radioactivité. Voilà. Et moi, je n'en sais pas davantage. Parce que vous faites un reportage ou un film, ou qu'est-ce que... Un spectacle. Un spectacle, diable. Je n'en sais pas davantage. Vous savez, on est quand même en Pays Basque, les terrains sont plutôt rares et limités. Donc la côte basque est très convoitée en ce moment. Elle est très très convoitée. Mais le propriétaire du terrain a l'obligation de dépolluer. Pourquoi ce n'est toujours pas fait? Ça, je n'en sais rien. Ça, je ne sais pas. Là, il faut chercher. Là, il faut regarder. Voilà, moi, je ne peux pas vous en dire davantage. Je suis président
espèce de responsabilité. Voilà. Mais est-ce qu'au moins vous êtes sûr qu'aucune nouvelle entreprise ne va s'implanter sur la zone Fertiladour? Je peux pas vous le dire, je peux pas vous le dire, je peux pas vous le dire. 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 Il était une fois un coin de terre de 7 hectares qui s'étendait paisiblement sur la commune de Boucau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Son herbe était grasse, sa terre limoneuse, et des animaux aimaient à la traverser de temps à autre. Un jour, un riche industriel vint à se promener sur les berges de l'Adour. Désireux d'étendre toujours plus le nombre de ses propriétés, il eut l'idée d'y installer une usine de fabrication d'engrais. Ouais! Il la prénomma Fertiladour. Bientôt, d'impressionnantes machines furent acheminées sur le site, capables de broyer n'importe quel minerai. Aucun métal, aucune pierre, si dure soit-elle, ne leur résistait. Jamais on n'avait vu poudre d'une si grande finesse. Les seigneurs de la région se réjouissaient de cette fructueuse occupation du terrain qui ajoutait au dynamisme du port de Bayonne et offrait des emplois aux habitants. Ouais. Quelque temps plus tard, un autre industriel, encore plus riche que le premier, vint à se promener sur les berges de l'Adour. Il fit la connaissance de Fertiladour et se dit que c'était l'usine idéale pour broyer la précieuse monazite, terre rare, naturellement radioactive, dont il avait besoin. Radioactive, oui, mais puisqu'elle l'était naturellement, il était vain de vouloir contrarier la nature, et puisqu'on y était, on se mit à broyer toutes sortes de minerais, quartz, grès, baryte, sylvinite, dans la belle usine de Boucau. Wow! Certes, machines et bâtiments avaient été conçus pour la production d'engrais et n'étaient pas adaptés à la production de produits plus dangereux, mais... Oh. Comment résister à une telle perspective de croissance? On fournirait des masques aux ouvriers pour les protéger des rayonnements et des poussières silicogènes. Et voilà. C'est ainsi que des minerais affluèrent des 4 coins du globe. Même l'armée américaine se débarrassait de ces terres radioactives en les expédiant à Boucau. Tadam! Quelque temps plus tard, lorsque notre riche industriel décida de vendre l'usine, le bilan environnemental et humain était lourd, très lourd. Des ouvriers étaient morts, d'autres étaient malades. Les terrains étaient chargés en thorium-232, en uranium-235, uranium-238. Ni les hommes ni les terrains ne recouvrèrent la santé, mais notre industriel continua à vivre heureux, à implanter des usines ailleurs. Bon, excusez-moi, mais je ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. C'est comme ça que doit finir cette histoire? Il vécut heureux et eut beaucoup d'usines? Non. Et les hommes? Les animaux? Les végétaux? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'il reste seulement quelqu'un pour en parler? Ah! Les ouvriers, bien sûr. Merci, Daniel. Je les appelle. Denis? Francis? Oui. Combien de personnes sont-elles mortes sur ce terrain depuis 1970? Au moins une quinzaine, c'est sûr. Oh, mais plus. Non, mais qui sont morts. Ah, qui sont morts déjà, oui, 15 au moins. Des problèmes, on est comme en 30, je vois, Oui. je pense à mon beau-frère, il Ouais. a arrêté depuis 4 ans. Parce qu'il a tout le temps, c'est voilà. Il a arrêté pareil, les poumons. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir une idée plus précise du nombre de malades suite au travail à l'usine, à la monazite, à la silice? Je sais pas, moi, là...
essayez de vous souvenir, allez. Bon, Daniel, il faut absolument qu'on aille enquêter sur place. Et d'ailleurs, on est sur place, j'y vais à pied. Denis? Denis? Ah! Bonjour Denis! Tu peux nous raconter comment c'était à l'usine Fertiladour? Bon, au niveau du minerai déjà, je peux en parler facilement, vu que l'unité de concassage, j'y étais au départ quand on l'a faite en 1972. Donc là, prenez les matières premières, on fait du minerai, du quartz, de l'albanite, sylvinite, tout ce qu'il y a, du grès. Donc on recevait les blocs de pierre, on les passait au concassage, gravillonnage, calibrage, après broyage, donc broyer dans des gros cylindres avec des galets. Ce poudre est parti dans des trémies. De là, ça descendait à un ensorchage, on mettait ça en sac, par sac de 50 kg, et une fois tel produit fini, changer de produit, et là les gars, il fallait qu'ils rentrent dans ces trémies pour aller balayer les poussières. Donc ces poussières un peu assez lisses, quoi. Et toi, Francis? Francis? Ah, Francis, tu devais régulièrement nettoyer les trémies. Comment vous faisiez? Il y avait un trou, c'était à peu près la moitié de la table, on passait sur des échelles et tout ça, et il n'y avait pas de cordes. Oui, après sur la fin, on avait des cordes. Mais des fois, on ne voyait pas l'autre en bas, hein, tellement qu'il y avait de poussière. On mettait des baladeuses, des phares en haut, et puis alors quand vous nettoyez, vous faites de la poussière. Et alors là, on ne voyait plus rien. Alors on était obligé des fois de remonter, laisser tomber un peu la poussière, et on repartait. Partout, à chaque passage, des poussières, partout, quoi. On se voyait pas dedans. Non, les gars, ils respiraient ça. Il y avait de la poussière, mais cette poussière elle faisait du mal. Ça, on en était conscient de ça. Comme la monazite, par exemple, il y avait la radioactivité dedans. Bon, après, il y avait la varite, après le grès. Le grès, c'était pour l'entreprise de Dordogne, là-bas, qu'on faisait. Ça aussi, c'était du travail à façon. Et alors, ils nous le donnaient à nous, parce qu'on faisait des prix beaucoup plus bas que ceux du côté de Sète et Marseille, là-bas, parce qu'il y en avait une entreprise qui le faisait aussi, mais eux, ils le faisaient correctement. Mais pourquoi vous continuez à travailler là-bas? Quand on a besoin de manger, on a besoin de travailler. Le problème, on n'a jamais été averti que c'était un peu dangereux, quoi. Mais c'est vrai que tout se crachait, la poussière, les poumons enrayés de poussière. C'était fou les conditions qu'on travaillait, dans les conditions qu'on travaillait, et après les risques. Même de nous-mêmes, on les prenait, parce qu'on savait très bien que si on ne prenait pas de risque, ils avaient calculé, ils mettaient le tableau, du moins assez haut, de façon qu'on ne puisse pas avoir une minute à nous. Tellement qu'ils étaient putes. Voilà. Et c'était prendre des risques, parce que il y avait de la poussière. Là, on sciait le sac, par exemple, qui arrivait au pied d'un élévateur. Et ça coulait. Alors l'élévateur, qu'est-ce qu'il renvoyait? C'était tout jaune à ce moment-là, avec la monazite. Et toutes les couleurs. On changeait. Si c'était, comment dire, à refaire, bon, il faut être jeune, c'est ce qu'on était, de ours autant, parce que, bon,
on travaillait comme des branques là-dedans et on n'avait pas peur de partir faire la bringue en Espagne. Hein. En suivant, en quittant le boulot, on partait là-bas. La Java, bon, c'est ça beaucoup, je pense, qui nous a un peu sauvés, qu'on avait en répondant autre peut-être qu'ailleurs. Nous, on n'en a pas souffert parce qu'on était habitués à la rude. Déjà dans le bâtiment, il y avait le courant d'air, la pluie, le froid. On était déjà habitués, on avait notre corps qui était fabriqué un peu comme ça. Voilà, on n'avait pas peur de se mouiller, il pleuvait, bon, celui qui commençait à dire, oh, il pleut, hop, il était vite quand nous, on n'avait pas peur, on filait le cigarette, puis on se barrait, on y allait. Et toi, Claude, pourquoi es-tu resté à l'usine si longtemps? Quand on a besoin de manger, on a besoin de travailler. Et pareil que lui, j'étais dans le bâtiment, et c'est des déplacements, et puis ça gagne un peu plus quand même. Hein. Ouais. En faisant que 8 heures, on faisait les postes, ça nous permettait aussi de faire autre chose après aussi. D'autres choses. On pouvait bricoler, comme on appelle, du black, au noir. On travaillait à l'usine et on bricolait dans le bâtiment, après les deux. Mais après, pour le travail, c'était le bagne. Le bagne, les points. Quoi, quand on était à concasser derrière là-bas, tu t'en rappelles, et les cirés dessus, quand ça passait pas, les cailloux, oh, mais il fallait être complètement, tu pouvais te sauter la gueule avec ces cons de cailloux. Et c'est vrai que cette usine s'est formée comme Satel, comme Turbo, tout ça, après la fermeture des forges. Et les forges, c'est pareil, c'était des couples de métal. Alors, la chaleur, la radioactivité, la poussière. Dans ces vieux-là, nous on a été habitués jeunes, moi je suis rentré tout jeune avec les vieux des anciennes des forges, donc eux, le travail dur, ça leur faisait pas peur. Mais ils sont tous morts. Hein. On avait un petit masque, vous savez, le carrossier qu'ils ont maintenant, et encore, sont mieux maintenant, je pense, les carrossiers. Ben, on regardait si ça allait bien, mais ça n'allait jamais, parce qu'on avait la poussière qui rentrait, qui passait à côté. On le mettait quand il y avait vraiment beaucoup de poussière, parce qu'on sentait que nous, ça nous prenait aussi, on prenait un masque. Je pressais tout et je passais la cigarette dedans. Je fumais en continuant. Un trou et je descendais avec la clope. Mais oui, mais c'est vrai. Je descendais comme ça, je me faisais engueuler sans arrêt. Et après, bon, dans beaucoup d'endroits, je ne le mettais pas. On ne le mettait pas. Vous pensiez que ce n'était pas grave de ne pas le mettre? Non, c'est pas que je disais que c'était pas grave, ça m'emmerdait beaucoup. Et quand on commençait à suer, on avait tout ça, là, le truc du masque, il faisait ça, là. Et bien alors tout ça, c'était rouge. On avait la poussière qui restait là. On était un peu mal conseillés, on était. Et puis il n'y avait personne, ni la sécurité, ni personne qui nous disait il fallait ci, il fallait ça. Ah, il a fallu qu'on arrive vraiment qu'il y ait beaucoup de malades, des gars qui ont eu des problèmes, il y en a certains qui sont morts pour arriver à prendre quelque chose. Que, par exemple, comment on appelle, le grès, c'était la poussière rouge, et ça mouchait toutes les pores dans les poumons. Mais vous ne posiez pas de questions, vous n'en parliez pas? On en parlait, oui, bien sûr. Mais chaque fois, mais non, mais ça risque rien, ne vous inquiétez pas, on est clean. Et nous, on ne connaissait pas vraiment les dangers, on n'avait pas Internet. Et vous n'aviez pas peur de la silicose? Et nous, on croyait que c'était les mineurs qui avaient ça, au fond. Moi, le plus, ce que j'ai trouvé que c'était dangereux, que j'ai commencé à me faire un peu de soucis, c'est quand j'étais avec Avarus, que je le voyais monter les escaliers et la ventoline en haut. Et hop, là, ils m'ont dit, donc tu dégages à Ternos. Ils m'ont ripé à Ternos. Je suis parti à Ternos. On m'a foutu là pour me faire comprendre que si je ramenais ma gueule, c'était le dernier chantier. Le dernier emplacement que j'avais à l'usine. L'autre, c'était au portail. Voilà. Voilà.
Voilà, donc moi je m'appelle Yves Santamaria et j'étais donc contrôleur de sécurité au service prévention des risques professionnels de la caisse régionale d'Aquitaine, d'assurance maladie d'Aquitaine. Et vous confirmez? Les gens n'étaient pas protégés. Les gens n'étaient pas protégés. Il faut dire que travailler, c'était un travail dur, un travail physique, dans la poussière, dans le bruit. Donc les protections individuelles qui doivent être supportées par les opérateurs sont souvent une contrainte supplémentaire qu'ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas pourquoi? Parce que ça faisait des années qu'ils travaillaient dans ces conditions-là, qu'ils avaient travaillé des produits plus ou moins dangereux, donc des produits radioactifs, maintenant de la silice. On leur dit, mais dans leur vécu de tous les jours, et ça moi j'ai eu à affronter ça tout au long de ma carrière, quand vous allez devant un serrurier, vous dites là, attention, il y a un produit dangereux à manipuler, il faut absolument, en attendant de le remplacer ou de faire mieux, que vous vous protégiez, que vous mettiez des gants, des lunettes, un casque. Il faut qu'il puisse travailler aussi. Il faut qu'il puisse faire son rendement. Il faut qu'il puisse. Et donc on se trouve devant une contradiction qui est je me protège complètement et j'y vois plus, j'ai du mal à respirer, je ne peux plus travailler, ou je continue à travailler. La seule chose dont ils étaient sûrs, les gens, enfin les salariés d'une manière générale, c'est qu'à la fin de la journée, c'est toute l'ambiguïté là, de l'entreprise, toute on va dire, le cynisme qu'il peut y avoir à un moment donné dans ces situations de travail, c'est qu'à la fin de la journée, si le gars il n'a pas fait son boulot, c'est-à-dire s'il n'a pas fait son rendement, il est sûr qu'on va le rappeler à l'ordre, il est sûr qu'on va lui dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu n'as pas fait ton rendement, alors que s'il a fait son rendement mais qui n'a pas utilisé les protections individuelles qui normalement sont rendues obligatoires par le règlement intérieur, parce que c'est facile de rendre des protections individuelles par le règlement intérieur. Ceux qui disent de les porter, c'est pas ceux qui les portent, hein, toujours. Il est sûr que là, il ne se passera rien. Il peut continuer à travailler sans protection, il sait qu'à la fin de la journée, s'il a fait son rendement, il ne se passera rien. C'est-à-dire, on leur disait, attention, dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, vous ferez peut-être une silicose. Peut-être, un peu comme le fumeur, quoi. Qu'est-ce que je fais, moi, dans l'immédiat, au jour le jour? Je vais à ce qui me semble le plus pressé. Mais je vais toujours aussi bien. En fait, c'est vraiment très, 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 très progressif. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas venir. On ne le voit pas venir. Et quand la silicose est là, c'est trop tard. Est-ce qu'un salarié, il a le choix ou pas de ne pas ou de travailler ou de ne pas travailler. Yves, comment as-tu découvert les risques auxquels étaient exposés les salariés à Fertiladour? Fertiladour, c'était une entreprise qui à l'origine, dont l'activité principale c'était la fabrication d'engrais, c'est-à-dire des matières inertes, des matières qui ne sont pas, du point de vue de la toxicité, très, très dangereuses. Et un jour, j'ai découvert qu'ils broyaient aussi des minerais, c'est-à-dire du quartz et du grès. Et là, ça changeait tout. Donc là, il y avait un risque de silicose énorme, a priori. Si les mesures n'étaient pas prises, on créait de la silice libre qui était directement inhalée par les opérateurs avec un risque très important. Donc quand moi, j'ai découvert ça dans l'année 90, aussitôt, j'ai fait intervenir notre laboratoire de chimie. Et là, on a relevé des taux d'exposition énormes. On arrivait jusqu'à 50 fois la valeur limite en termes de risque silicotique. Après, j'ai appris que dans cet atelier-là, ils broyaient des minerais qui arrivaient d'Australie et qui, eux, étaient radioactifs. Ça je suis passé complètement à côté parce que simplement, à cette époque-là, j'ai pas eu l'information. Alors, je ne l'ai pas demandé, mais on ne me l'a pas donné. Le problème, c'était que l'installation, c'était pas une installation qui avait été conçue pour broyer des minerais ou des produits toxiques. C'était une installation qui avait été conçue comme une installation classique de matériaux inertes. Et donc, on se retrouvait devant un problème énorme, parce que soit c'était arrêter l'activité, mais ça, nous, on n'a pas la possibilité de l'arrêter. L'ADRIR, éventuellement, aurait pu, mais bon.
Et puis avec le chantage à l'emploi, toujours en filigrane, quoi. C'est-à-dire que cette année, si vous nous demandez trop, ou si vous nous demandez trop vite, nous on ferme l'activité, c'est-à-dire qu'on met tant de personnes au chômage. Il y a toujours ça. Donc il faut faire donc on a fait une réunion et à cette réunion on a après discussion, on leur a donné un programme d'action. Et ça a toujours été une lutte de haute volée. Mais l'entreprise était dans l'illégalité la plus complète en laissant les ouvriers travailler dans des conditions pareilles. Et personne n'a jamais rien fait. C'est vraiment la réalité de l'entreprise, quoi. Une entreprise, c'est ça. Une entreprise, c'est un lieu de pouvoir absolu. Or, dans une entreprise, et notamment dans les grosses entreprises où le pouvoir de décision est souvent très éloigné et très à l'écart des préoccupations des différents établissements, qu'est-ce qui compte ? C'est le retour sur investissement des actionnaires. C'est pas le fait que les salariés de l'atelier Milleray ils soient dans des conditions acceptables de travail. Vous étiez justement là pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi. Est-ce que vous en aviez seulement les moyens ? Si l'entreprise vraiment était défaillante, on avait la possibilité, par une procédure d'injonction, de majorer son taux de cotisation. Plus exactement, on pouvait proposer une majoration du taux de cotisation d'une entreprise qui était défaillante. Et c'était une commission spécifique de la CRAM qui était composée à parité d'employeurs et de représentants syndicaux salariés qui, sur proposition du service prévention, décidait ou pas de la majoration. Mais toujours pareil, nous, on est comme les autres. Dans les caisses régionales, il y a des directeurs qui sont en relation avec les ministères, lesquels sont en relation avec les politiques, lesquels sont en relation avec les différentes composantes de la société plus ou moins influentes. Il se trouve que les employeurs, c'est une des composantes très influentes à ce niveau-là. Et donc, dans le service prévention, il n'était pas interdit d'utiliser l'injonction, mais c'était pas très recommandé, quoi. C'était pas très bien vu, voilà, on va dire. Du point de vue des politiques des caisses, qui sont elles-mêmes sous l'autorité de la Caisse nationale, qui elle représente l'État. Bon, il était suggéré que c'était quand même beaucoup mieux de conseiller que de contrôler, quoi. Moi j'ai vécu ça en plein, et aujourd'hui ça s'est encore dégradé, c'est encore, de mon point de vue, c'est un point de vue de praticien. Voilà. L'autre difficulté qui faisait que, on voyait en fin de compte très peu d'entreprises, c'est que sur une région comme l'Aquitaine, il y avait plus de 100 000 raisons sociales, et on était une vingtaine de contrôleurs. Donc on fait le ratio. Et c'est vite fait. Une entreprise a statistiquement beaucoup plus de chances de ne pas nous voir que de nous voir. Donc en ce qui concerne la silice, la direction n'a rien voulu savoir, et contre la monazite, personne n'a rien fait pendant 20 ans. C'est ça ? Alors dans le cas de la monazite, je ne peux pas dire puisque je n'ai pas été directement acteur. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des services entre l'ADRIR, l'inspection du travail, nous on n'a pas eu et le médecin du travail et le service de médecine du travail, je ne sais pas. Pourquoi il y a eu ce genre d'omerta ? Je ne sais pas. Eh ben moi je sais. Je sais ce qui se passe. Ou plutôt ce qui ne se passe pas du côté de l'ADRIR, du côté des services censés réguler les pollutions industrielles. J'y suis allée. Je voulais savoir ce que ça fait de rencontrer l'inspecteur des installations classées. Monsieur le grand inspecteur des sites industriels polluants. Je me suis avancée vers son bureau. J'étais fébrile. Il était là, assis derrière son bureau. Il rédigeait une note, sûrement, je sais pas. Je l'imaginais grand. Dans un instant, il allait me voir, je retenais mon souffle.
En une phrase, il allait dissiper tous les malentendus. Il allait tout m'expliquer, j'allais enfin comprendre grâce à lui, grâce à notre rencontre, pourquoi l'industriel avait pu broyer pendant 20 ans des substances radioactives dans la plus grande illégalité sans que lui ou son prédécesseur, eux, notre rempart contre les abus des industriels, eux chargés de faire des relevés des pollutions à intervalles réguliers, aient fait quoi que ce soit pour l'en empêcher. Il y avait forcément une explication. J'y croyais. J'allais parler, j'allais poser ma question. J'aurais à peine le temps de la formuler, il ouvrirait la bouche et tout s'éclaircirait. Il a tourné la tête vers moi. Il m'a souri. Il était serein, il allait me libérer. Et effectivement, je ne sais pas les tenants et les aboutissants, mais on s'est rendu compte de la pollution radioactive quand même après plusieurs années de broyage. Quoi? Comment ça, après plusieurs années? Mais l'arrêté préfectoral de 1973 stipule noir sur blanc les devoirs de l'industriel liés au broyage de la monazite. Et c'est bien ça que vous étiez chargé de faire respecter, non? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, pas vous, pas le représentant de l'État. Vous êtes mon dernier espoir. Est-ce qu'au moins vous pouvez me dire pourquoi, depuis 25 ans que la pollution des sols est avérée, l'industriel n'a pas été contraint de dépolluer? Donc effectivement, c'est assez long. Ce sont des démarches assez longues, hein, puisque si l'exploitant, enfin, ou l'ancien exploitant n'a pas un intérêt, je dirais, commercial ou financier pour la restitution de ce terrain, c'est financièrement c'est très compliqué pour lui. Il n'y a pas, c'est après, il faut un retour sur investissement. Donc effectivement, les démarches sont plus longues, mais il n'y a pas d'urgence environnementale. Pas d'urgence environnementale? Non! Pas toi, Frédéric, pas toi! Comment tu peux me parler comme ça? Roulier, c'est la 34e fortune de France, numéro 1 des fertilisants en Europe, 3,6 milliards de chiffre d'affaires, et t'as rien fait? Mais dis-moi que c'est pas vrai! Et arrête de dire effectivement! Donc effectivement, ça prend du temps. Et les décisions de l'exploitant sont aussi... il y a un aspect économique qui fait que... Pas d'urgence environnementale. Ok. Et les gens? Daniel, tu connais les effets de la radioactivité sur la santé? Non. Bon, alors direction Nantes, on va rencontrer Gilles à l'école des mines. Boucau, Nantes, 530 km, j'y vais à pied. Si j'ai respiré pendant des années des particules fines de thorium et d'uranium, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mourir? En fait, voilà, le problème de ces isotopes-là, c'est que ces isotopes qui sont lourds, donc ils ont un toxicité chimique, comme le mercure, comme le plomb, mais ils ont aussi, comme ils sont radioactifs, ils émettent des rayonnements. Et ceux-là, plus particulièrement, ils émettent des rayonnements les plus toxiques. Il n'y a pas plus toxique que ça, parce qu'en fait, c'est des rayonnements qui sont très énergétiques. C'est-à-dire qu'ils vont déposer leur énergie
sur des très courtes distances. Ça veut dire qu'ils vont faire beaucoup de dégâts localement. Et ça, c'est typiquement ce qui va engendrer des cancers. Et ça, c'est tous ces isotopes-là, l'uranium, le thorium, ce sont des émetteurs alpha, des particules alpha, et c'est ceux qui sont plus toxiques. Vous avez les particules, les électrons, les particules bêta, et les particules alpha. Et ça, c'est comme ça, des particules, en fait, ils vont se propager dans la matière sur des distances beaucoup plus courtes. Les particules bêta, en général, c'est quelques centimètres. Les particules alpha, ça peut être de l'ordre du millimètre. Et là où elles vont traverser, elles vont faire beaucoup de dégâts. Alors qu'un rayonnement gamma, finalement, il ne va pas faire beaucoup de dégâts parce qu'il ne va pas déposer beaucoup d'énergie, en fait. Et donc, par exemple, en médecine nucléaire, c'est super intéressant. Parce que, comme c'est toxique, si on arrive à localiser la radioactivité sur une tumeur, eh ben on va utiliser ces rayonnements-là pour détruire les tumeurs. C'est ce qu'on appelle la thérapie alpha ou la thérapie bêta. Avec les particules bêta, on va aller sur des grosses tumeurs. Les particules alpha, on va aller sur des métastases, c'est des cellules parce qu'ils vont déposer leur énergie sur l'ordre du millimètre. Donc là, c'est intéressant pour détruire, parce que ça détruit tout en fait. Mais si c'est pas vectorisé, vous allez détruire aussi tout ce qui est sain. Et donc ça veut dire, et c'est pour ça que dans ce contexte-là, le thorium ou l'uranium, si vous l'ingérez, ben, il va aller se mettre un peu partout, et il va aller tout détruire ce qu'il a sur son passage. Et du coup, si on détruit les cellules, ben, après c'est la question de comment elles se reproduisent, et puis que ça peut engendrer des cancers. En principe, les expositions à ces substances sont régies par une quantification individuelle des expositions. C'est-à-dire qu'on doit, dans une certaine année, être exposé à une dose de radioactivité maximale. Eh bien, les conditions d'emploi étant tellement précaires, le secteur qui utilise, enfin voilà, le secteur nucléaire, vraiment de la production d'énergie nucléaire, qui utilise pour des raisons économiques beaucoup de main-d'œuvre intérimaire, étant soumis à de telles conditions économiques d'emploi, très souvent la main-d'œuvre elle-même, c'est-à-dire les ouvriers eux-mêmes, n'ont pas envie, ont tout sauf envie qu'on prenne la mesure de leur radioactivité, des doses de radioactivité auxquelles ils sont soumis, puisque si on mesure exactement, effectivement, tout au long de l'année les doses auxquelles ils sont soumis, ils vont devoir s'arrêter d'être embauchés en contrat d'intérim, des contrats temporaires, et donc ils vont devoir arrêter de travailler pendant un temps bien trop long pour pouvoir avoir un salaire. Du coup, la mesure est connue comme tout à fait biaisée, parce que les salariés eux-mêmes, étant donné leurs conditions d'emploi très précaires, refusent souvent ou essaient de ruser avec la mesure pour ne pas atteindre le niveau critique de la dose maximale dans l'année. Bonjour Catherine, donc toi tu travailles sur les effets sur la santé des particules inorganiques, et en particulier les effets des particules de silice au travail et dans les contextes en dehors du travail. Oui, donc on s'aperçoit que les risques encourus par les travailleurs sont beaucoup plus importants qu'on ne le croyait, parce que jusque-là on croyait, enfin Daniel et moi, on pensait que la silicose c'était pour les mineurs et puis c'est tout. La silicose n'est pas une maladie des mineurs, elle est bien au-delà une maladie de tous ceux qui manipulent les substances minérales, et elle reste sous-évaluée, y compris dans les pays qui n'ont plus de mines. On va dire que c'est presque tous les processus industriels, puisque ces matières-là entrent aussi dans la composition d'objets dont on n'a pas du tout l'idée qu'elles ont des substances minérales comme composants, comme les médicaments par exemple. Donc dans des activités comme les cosmétiques ou les médicaments, on peut tout à fait imaginer des situations exposantes extrêmement graves aussi, puisque ce sont des activités dans lesquelles la granulométrie, donc la taille des particules, peut être particulièrement petite. Donc on peut imaginer des particules particulièrement inhalables qui descendent très bas dans les poumons et qui peuvent provoquer des lésions. Mais pourquoi toutes les maladies liées au travail ne sont-elles pas reconnues comme des maladies professionnelles ? La première difficulté qu'on peut mentionner,
Et si on parle simplement du niveau collectif, malgré l'existence de dispositifs qui formellement devraient permettre la facilité à l'accès de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, le fait que ces dispositifs restent extrêmement mal connus et très complexes. Mal connus à la fois des personnes qui doivent y donner accès, qui sont les médecins, et des personnes qui devraient y demander l'accès, qui sont les salariés. On a l'habitude, quand on travaille sur ce domaine-là, de rencontrer des médecins qui, pourtant spécialisés sur certaines des maladies qui sont inscrites comme maladies professionnelles dans les tableaux, n'ont même pas la connaissance du fait que ces maladies sont des maladies professionnelles. Donc, c'est un dispositif qui reste en grande partie formel et inconnu, et qui est beaucoup trop rarement, beaucoup trop inefficacement mobilisé et par les médecins et par les salariés. Mais parfois, les salariés tombent malades plusieurs années après avoir été exposés. Comment font-ils pour obtenir réparation ? C'est ça, le temps que met la maladie à se déclarer, le temps de latence, ça c'est vraiment l'obstacle. On a parlé d'obstacle tout à l'heure à la reconnaissance des maladies professionnelles. C'est peut-être le premier, je ne l'avais pas mentionné, mais c'est vraiment... c'est-à-dire que le temps est souvent tellement long entre l'exposition et la maladie que établir la preuve devient quelque chose de... Voilà, il faut remonter le temps et reconstituer tout un tas de pièces. Et du côté des salariés, le fait de demander une maladie professionnelle, c'est un acte particulier qui engage l'identité de l'individu, qui se reconnaît d'abord comme malade, et malade de son travail. Donc il y a un double niveau peut-être de difficulté, au moins un double niveau. Se reconnaître comme malade, ce n'est pas forcément ni facile ni joyeux. On sait que ça peut avoir des suites, alors favorables parce qu'il y a une prise en charge collective, mais défavorables puisque le statut de malade est un statut difficile, même s'il est pris en charge. Et puis, professionnellement, reconnaître que son travail, qui est son moyen d'existence, est nuisible à sa santé, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, puisque en changer, ou en garder le souvenir si on a arrêté son activité et relire son passé professionnel à la lumière de ce mal qu'a fait le travail, c'est quelque chose qui est individuellement difficile et douloureux. Reconnaître que son travail peut être mauvais, c'est reconnaître que tous les jours, on effectue quelque chose qui amène la mort, et c'est tout à fait quelque chose d'impensable, puisque sinon il faut absolument arrêter de travailler. Donc ça c'est trop difficile à penser, et se dire que du coup on doit être absolument protégé, c'est vraiment aller dans ce sens-là d'une dangerosité extrêmement grave qui est difficile à supporter. Pour beaucoup de personnes, à partir du moment où il y a une loi, il n'y a pas de raison qu'une entreprise ne l'applique pas. Et si elle ne l'applique pas, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas quelqu'un qui aille la faire appliquer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La majorité des entreprises sont très en dessous des obligations du Code du travail actuel, même aujourd'hui. Et si personne dans l'entreprise, s'il n'y a pas à un moment donné dans l'entreprise un contre-pouvoir, quand je dis un contre-pouvoir, je mets des guillemets, c'est-à-dire une instance des représentants du personnel, des salariés, qui disent non, nous, on veut, personne, ou sauf cas exceptionnel, qui viendra à leur place faire évoluer la situation. Il n'y a personne sauf cas exceptionnel. C'est pour ça que je suis là. J'ai cette phrase qui me reste dans la tête qui dit qu'il n'y a personne. How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a man
mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. J'ai calculé. Étant donné que la surface de la France métropolitaine est approximativement de 551 000 km² et que le nombre de sites pollués référencés officiellement est de 41 142, la probabilité pour que vous vous trouviez actuellement à moins de 100 km d'un site pollué est nulle. Vous ne me croyez pas? Bon, Daniel, on part à Mouguère. On va rencontrer Victor Pachon. C'est le porte-parole du collectif des associations pour la défense de l'environnement. C'est parti. Bonjour Victor. Alors, comment tu t'y prends pour repérer une pollution industrielle? Et dans les premiers temps, une de nos activités, c'était de contrôler les installations classées. On a découvert que les installations classées étaient régies par un arrêté préfectoral qui leur donnait des droits, mais des devoirs aussi, des contrôles de rejet, etc. Et donc on a demandé à les voir. On était sans doute les seuls à demander ces contrôles-là. Et donc, il y avait les industriels qui oubliaient, les industriels qui polluaient, à qui on disait rien. Voilà. Et donc, on a mis tout ça sur le tapis. Donc, on met cette pression. Et on fait des conférences de presse. Chaque fois qu'on a ces choses-là. Et la mayonnaise prend. Voilà. Et on s'est rendu compte que même certains services de l'État, qu'on pourrait juger qu'ils avaient une très grande mansuétude par rapport à ces industriels, on sent chez les services de l'État une satisfaction que le CAD et le Honorable Sadar sortent des affaires. On a l'impression qu'il y a eu une certaine façon d'être un peu coincé par l'inertie des industriels ou des élus, et que quand on commence à sortir les affaires, des choses se débloquent. Et là, tu tombes sur Fertiladour, c'est ça? Et bien voilà, c'est-à-dire que l'arrêté préfectoral qui gère Fertiladour, à l'époque ça s'appelait Fertiladour, ça tient à un recto verso. Mais dans ce recto verso, il est dit qu'il faut avoir des combinaisons complètes, chose que les ouvriers n'ont jamais vue, qu'il y allait y avoir des cheminées de type filtre absolu de l'énergie atomique, ce que personne n'a vu. Voilà. Et donc là, on commence à fouiller la question. Voilà. Et on rentre un dimanche dans Fertiladour,
Et on tombe sur 3 points chauds, vraiment assez chauds, puisqu'on sature pratiquement à ras de terre, on sature le comptage GIGR que l'on a. Donc la conférence de presse qui suit est importante. Le patron se défend d'une manière ahurissante, de maladresse, en disant c'est la monazite, cette terre radioactive qui est broyée là, est une substance naturelle, dit-il. Alors, nous on lui répond que la manite phalloïde est naturelle et qu'il peut en manger autant qu'il veut. Il y avait encore une culture au Boucau, une culture ouvrière qui consiste à dire les travailleurs ils peuvent faire des boulots dégueulasses. C'est même une fierté ouvrière. Et pas se plaindre, c'est une fierté ouvrière. Et les écolos, avec leurs trucs, ils vont finir par nous faire fermer l'usine. Et bien après, le résultat c'est que ils ont eu la pollution, une grave pollution, il y a déjà des cas de silicose, et une grave pollution, et ils ont eu aussi la fermeture. Et aujourd'hui, il y a une plus grande exigence de qualité de vie au travail. Mais ça nous semble... c'est une satisfaction pour nous, les militants, qui avons fait ça, quoi. Du côté des Ardennes ou du Champagne, il y avait un autre cas de radioactivité avec de la monazite. C'était Orphan. Ils faisaient des pierres à briquet. Et ils ont pollué toute une série d'endroits. Il y a eu une première étude épidémiologique que nous, on n'a pas obtenue, et qui disait chez les ouvriers et autour de l'usine, il y a beaucoup plus de mortalité. De la vessie, des poumons, des cancers, etc. Mais ce sont des maladies induites de cancer, etc. Et donc, il n'y a aucun mal pour l'industriel ou pour ceux qui veulent enterrer l'affaire de dire oui, mais un tel il buvait ou bien un tel il fumait toute sa vie, etc. Qui peut dire quelle est la part de la cigarette, la part du truc, etc. Donc, c'est pas pareil que la silicose. En tant que maladie, c'est extrêmement difficile. Donc, on a toute une période. Alors, on a des études officielles qui nous donnent raison, dont les analyses sont plus fortes que les nôtres. Donc, et ils découvrent même d'ailleurs un point chaud que nous n'avions pas découvert. Et donc à partir de ce moment-là, c'est clair que nous avons eu raison. Ça nous fait une place à part dans les médias et ça nous donne une légitimité au niveau des médias. Voilà. Et donc on continue à suivre ça. Dans un premier temps, ils ont décaissé les points chauds. Et nous, on a continué à s'y introduire le dimanche et trouver que c'est encore pollué, qu'il y a encore d'autres endroits. Et puis surtout, ils mettent les terres les plus contaminées dans des big bags en plastique et ils les mettent dans un hangar de l'usine d'engrais. Et dans ce point-là, évidemment, on a concentré dans ce point-là toute la pollution. Donc on y va et on sature, sur le lieu du dépôt. Et donc on dénonce à plusieurs reprises que l'usine est devenue un centre de stockage de déchets radioactifs. Et donc il nous faut des années, etc. Et là on s'aperçoit que l'État est très embêté avec les déchets, on va dire, de faible radioactivité, qui se cumulent d'année en année quand même pour les travailleurs. Et on est très embêté qu'il y a un site en France, et encore il est presque plein, ils ne savent pas trop quoi en faire, etc. Donc ils sont très embêtés. Donc en fait, ils seront envoyés dans une décharge tout à fait commune à Valparisis. Et alors le summum, c'est la semaine où l'inspecteur d'Adréal prend une semaine de congé, et là, en une semaine, il y a 4 ou 5 engins sur le site, et là, il mélange toutes les terres pour faire sans doute une moyenne moins forte, mais qui désormais rend tout le site contaminé, avec une moyenne moins forte, parce qu'on a mélangé les points chauds avec les points qui n'étaient pas contaminés, mais voilà, on a ça. Alors, il y a eu une autre étape importante, c'est quand la région, à ce moment-là, qui devait acheter le terrain, a renoncé à acheter le terrain en se disant on ne va pas mettre 29 millions, je crois que c'était 29 millions ou 26, dans un terrain qui va nous coûter des millions et des millions de dépollution. Et donc, la vente capote. Et la région fait faire un audit à un bureau d'études de la CRO et qui souligne l'étendue des désastres et demande, comme nous, que ce soit curé jusqu'à l'os. Voilà. Et alors, ça coince un peu, et ça coince encore des années. Aujourd'hui, on est en 2016, donc on est encore là, et l'Adréal demande
que l'on creuse davantage et qu'on décaisse davantage. Donc peu à peu, voilà. Mais si on imagine qu'on a commencé ça en 96, que nous sommes en 2016, nous en sommes à 20 ans. Les années s'écoulent, ce sont des années. Il y a un industriel qui ne fait rien là-dessus, qui a d'ailleurs une usine un peu plus loin, au bord de la Dour, qui veut vendre assez cher, qui ne veut pas dépolluer. Donc il vendrait cher et à dépolluer à la région voudrait se le procurer moins cher et dépolluer. Voilà, on a ce petit balai à deux qui se fait, mais on sent bien que l'industriel garde les clés du camion. Et je pense que même peut-être que dans les services de l'État, il y en a certains qui avalent difficilement des couleuvres. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Si l'industriel fait durer les choses indéfiniment? L'oubli intervient très vite en fait, justement sur ce qu'ont été ces sites et il y a beaucoup de cas comme ça. Dans l'ouest de la France, concernant les sites miniers, on a une petite cité balnéaire très très sympa qui s'appelle Piriac, sur lequel finalement un camping s'est installé sur des stériles miniers, donc avec des traces de radioactivité, mais aujourd'hui effectivement ça peut soulever une controverse. On avait très vite oublié qu'on avait exploité finalement l'uranium sur ce site dans cette région, enfin les traces avaient été effacées. J'ai par exemple un cas typique dans l'ouest de la France, une ancienne mine d'uranium où effectivement elle est restée en tant que telle. On a un tas de stériles issus d'extraction à côté, mais effectivement on se rend compte que ce qui a bougé c'est entre guillemets les maisons, les lotissements autour qui se sont rapprochés. Donc effectivement la zone a été clôturée d'une certaine façon dans son périmètre entre guillemets de risque de l'époque, mais finalement les habitations se rapprochent de plus en plus. Et on n'a pas forcément, l'histoire a fait qu'on a oublié potentiellement qu'il y avait cette mine. Et donc le risque intervient lorsqu'on fait rencontrer effectivement un usage qui change, voilà, une réaffectation du territoire, et puis cette matière qui globalement est là et elle ne bouge pas. Et ça va durer combien de temps? C'est-à-dire que voilà, c'est quand même des périodes qui sont très longues, donc c'est des choses qui vont vivre très longtemps. Donc qui dit que dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, on regardait en mémoire que sur ce site-là, il y avait du déchet radioactif ou des choses radioactives, et que nos petits arrière-petits ou arrière-arrière-petits-enfants vont pas s'installer, créer une école à cet endroit-là, enfin voilà, des choses qui sont de l'ordre de la précaution et de la mémoire qui peuvent. Alors voilà, là on est dans le cadre de radioactivité naturelle, donc on est dans une très longue période s'il y a le terme de source à la base. Sur d'autres contaminations radiologiques qui peuvent exister, on parle souvent du césium-137 qui est un peu l'élément un peu phare qui a été rejeté lors de Tchernobyl et de Fukushima. On sait qu'ils ont 30 ans de période, donc globalement dans 300 ans il devrait avoir disparu en fait en tant que tel. Donc le territoire dans 300 ans, enfin ça reste une échelle de temps. Alors qu'à Fertiladour, ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc ça va durer des millions d'années, ça c'est très longtemps. Voilà. Ça c'est des éléments, en fait, c'est ce qu'on appelle l'échelle primordiale en fait, au niveau de radioactivité. Donc il y a l'uranium, le thorium, enfin les deux uranium et le thorium, qui eux vont faire toute une chaîne de décroissance avec plein d'éléments radioactifs en intermédiaire pour arriver jusqu'à quelque chose de stable au final qui n'est plus radioactif. Donc du coup c'est pas simplement l'uranium, le thorium ou autre, mais c'est aussi tout le cocktail des éléments qui sont à la suite, qui peuvent avoir une dangerosité radiologique. J'ai parlé de radium, de polonium ou autres, qui sont des éléments problématiques en termes de... Quelque part ces éléments uranium, thorium sont ce qu'on appelle les éléments de base, on est dans plusieurs milliards d'années de période. Et du coup, c'est des périodes qui sont à l'échelle du temps d'univers, entre guillemets. Bon, après tout, nous on rebondit sur tout. On est comme ça à la pelote basque. La pelote basque, on tape la pelote contre le mur, et si la pelote revient fort, quand on tape, quand on le renvoie plus fort. Donc c'est pareil, pour nous, ils croient qu'ils nous baladent, mais en fait, ils font progresser nos idées. Ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que quand on se raconte que Sivens est devenu ce que c'est devenu comme emblème, Notre-Dame-des-Landes, Bure demain, les notables, il y a quelque chose qui naît, qui fait que les populations aujourd'hui, elles sont quand même exaspérées, et que des fois, c'est trop, c'est qu'il y a quelque chose qui naît. Et que ceux qui restent sur leur vanité, qu'on va faire passer le projet, qu'on va réussir à l'imposer, etc., ils ne se rendent pas compte de ce qui naît. Ils sont dans un monde qui meurt.
Voilà. Donc nous on va mourir, eux ils vont mourir, mais leur monde est en train de mourir. Et je ne sais pas les formes que ça prendra, mais nous en tous les cas on sème à tout vent et on continue à semer. Voilà, et ça donnera ce que les générations qui viennent en feront. Mais je crois qu'à ce rythme-là, les générations qui viennent, elles auront de quoi en vouloir à ces gens-là et à leurs successeurs. Donc ça tournera sans doute mal. On gardera la légitimité de ceux qui se révoltent pour plus de justice. Donc je crois que on va finir, les vieux Croumir, on va finir au fond d'un trou, au fond d'une décharge qu'on a dénoncée, peut-être, mais eux aussi, ils finiront dans un tombeau de marbre, mais voilà, mais c'est leur monde qui est en train de s'écrouler.